Pourquoi donc la transition peine-t-elle encore à s'accélérer ? Quand 2025 s'apprête à tirer le rideau, nous rapprochons à grande vitesse de l'échéance 2030 et plus vite qu'il n'y paraît de 2050, nombre d'entre nous s'interrogent. Et si une part importante de la réponse résidait dans la désinformation climatique ? C'est ce que pense le Haut Conseil pour le climat qui vient de publier son rapport annuel 2025 dans une version grand public. Une façon de contrer les 530 cas de mésinformation et les 19 récits de désinformation climatique relevés dans les médias français au cours des 8 premiers mois de l'année par les ONG Quota Climat, Data for Good et Science Feedback. Pour ce dernier épisode de 2025, Inspirons a donc relevé des fake news en lien avec l'air, le climat et l'énergie, vues, lues ou entendues au cours de cette année. Et qui mieux que le président d'Atmosud, Pierre-Charles Maria, pour faire entendre la voix de la science et surtout du juste milieu face à celle du doute, des fausses croyances et de l'inaction que génère trop souvent le manque d'informations factuelles et le climato-sceptisme. Vous écoutez Inspirons, le podcast en santé environnementale, air, climat, énergie d'Atmosud. Bonjour Pierre-Charles Maria. Bonjour Frédéric. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir pour ce dernier épisode de l'année d'Inspirons, le podcast qu'Atmosud a lancé en début d'année dans cette vue de toujours informer, de donner de l'information scientifique et justement pas des fake news au grand public pour ce qui concerne la qualité de l'air au quotidien. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Pierre-Charles, je vais vous présenter de façon très succincte. Professeur émérite à l'Institut de chimie de Nice, Université Côte d'Azur, chercheur au CNRS. Vous avez également été maire de Peillon. Vous êtes encore trésorier de la Fédération Atmo France, président également de l'association Synergie, donc le groupement d'intérêt économique des ASCAL et les associations agréées de la surveillance de la qualité de l'air. Mais avant tout ça, Pierre-Charles, vous êtes un chercheur scientifique. Et qui dit chercheur dit la volonté de comprendre la démarche scientifique et son implication dans la société. Et en fait, c'est un petit peu la posture idéale pour décrypter les fake news air, climat, énergie que nous avons pu relever et repositionner les énoncés dans la voie du juste milieu. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces fake news sur le climat, Pierre-Charles ? À Atmosud, nous avons le souci, Atmo France aussi, de lier les concepts d'air, de qualité de l'air, de climat et d'énergie. Les fake news qu'on peut entendre, en fait, relèvent d'une démarche qui est ancienne. C'est de jeter le doute et donc de créer la peur, de faire régner la peur qui incite les gens à ne plus faire confiance. La confiance est absolument indispensable pour pouvoir travailler en commun. Alors, bien entendu, un scientifique vous dira que la science est l'art du doute. C'est une vieille expression. Et c'est exact. Évidemment, cette notion de doute, elle est à double tranchant, puisque il sera facile aux marchands de doute. J'ai sous les yeux un livre de Naomi Oreskes, Les marchands de doute, qui est bien connu à l'époque des problèmes du tabac, les grands pétroliers avaient essayé de semer, ils étaient arrivés à semer le doute sur la pertinence de leur action et donc de faire en sorte de continuer à pouvoir développer leurs activités. Et on est face au même scénario là avec le climato-sceptisme finalement, c'est ça ? Absolument. Vous me disiez, Pierre-Charles Maria, que pour vous les fake news sont des révélateurs de comportements individualistes et sociétaux. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça ? Eh bien, je l'ai dit, ce qui est important, c'est de faire confiance. Mais la tendance générale dans l'opinion, c'est souvent de ne pas faire confiance. Il y a des organismes, des entreprises, des médias, des puissances étrangères, si on parle de la France, et ça c'est absolument le cas en ce moment, de mener des actions, souvent pas faciles à décrypter, certaines plus grossières, de manière à jeter le doute, à faire en sorte que les personnes se replient sur elles-mêmes, elles perdent leur jugement. Et souvent, c'est cette désinformation qui fait que les personnes perdent leur jugement
Et ça ralentit évidemment l'action et la mise en marche d'accélérer la transition. C'est ce qu'on parfois on a commencé. Alors Pierre-Charles, on va commencer avec ces énoncés qu'on a pu entendre, lire, voir au cours de l'année dans les différents médias. Quand on parle de médias, on parle évidemment de nos postes de télévision, des radios, mais également de tous les réseaux sociaux. Donc j'en ai classé par 3 catégories, air, climat, énergie. Je vais vous soumettre la première. La France est l'un des pays qui émet le moins de gaz à effet de serre au monde. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France n'a aucun impact sur le climat et par effet domino donc sur la santé, surtout si les autres pays ne le font pas. Info ou intox, Pierre-Charles? Eh bien, là, on voit bien ce système de désinformation, puisqu'on met l'accent sur le climat, donc sur l'émission des gaz à effet de serre. Et pour le grand public, les gaz à effet de serre, c'est le gaz carbonique qui résulte des combustions. Mais vous l'avez dit, Frédéric, effet domino sur la santé. Et oui. Et il ne faut pas oublier que chaque fois qu'il y a combustion, il y a émission de gaz carbonique, mais il y a émission aussi de gaz qui sont dont la surveillance est réglementée. Je pense aux oxydes d'azote. L'azote est très présent sur la Terre, moins que le carbone, que l'oxygène, mais il y a beaucoup d'azote, il y a du soufre aussi, et on va retrouver dans les combustions des oxydes d'azote. Lorsque les combustions sont incomplètes, on peut retrouver des composés soufrés, et c'est là, on a une incidence directe sur la santé par des gaz, ou après transformés en solide ou en liquide, qui constituent ce qu'on appelle les particules, on va les retrouver participant à la pollution de l'air. Et donc, on voit bien le lien qu'il y a entre climat, on focalise sur le gaz carbonique, et les polluants de l'air. Et si on s'attaque aux polluants de l'air, eh bien, on aura des récompenses, on va dire. Des bénéfices sur la santé, bien sûr. En termes de climat, c'est une invitation souvent à la procrastination. Parce qu'on se dit, le climat, ça se réchauffe lentement. Et 2050, c'est très loin. On va pouvoir faire pousser des oliviers là où on n'en a pas. Mais non, on est confronté à des événements extrêmes, des cyclones, des inondations. Chaque tonne de gaz à effet de serre ajoutée dans notre atmosphère contribue inévitablement au réchauffement climatique et peut-être encore plus, nous, au niveau local, on le subit sur la santé. Vous avez raison d'insister. Il faut quand même prendre en compte l'aspect économique. Et en fait, c'est une incitation à faire comme on a toujours fait et à ne pas innover. Or, la France a besoin d'innovation et la transition est un moteur important qui devra être bénéfique et qui le sera à l'économie française. C'est pas parce qu'on émet moins que les autres qu'il faut baisser les bras. Au contraire, c'est une opportunité pour innover. D'ailleurs, pour avoir l'info exacte, et je vous remercie de vous dire on émet moins que les autres, c'est vrai, la France émet moins que les autres, particulièrement par rapport aux États-Unis, qui représentent 13% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ou encore de la Chine, 31,5%. Rien que ces deux pays représentent 44,5% des émissions. Mais pour autant, la France n'est pas du tout le pays qui émet le moins, puisqu'on se classe environ à la 20e place au niveau mondial, avec des émissions qui représentent plus ou moins 0,72% selon les années. Donc, c'est pas beaucoup, mais en sachant aussi que tous les pays qui émettent moins de 2% des émissions mondiales, comme la France, représentent 37,6% du total, ce qui est loin d'être négligeable. Je vous soumets, Pierre-Charles, le deuxième énoncé concernant l'air. Les ZFE, donc les zones à faible émission, n'ont qu'un impact réel sur la qualité de l'air et l'écologie. Info ou intox? Alors, les ZFE, zones à faible émission, ont été mises en place pour répondre à un besoin évident d'apaiser la vie dans les centres-villes. Lorsque j'étais enfant, mon père m'accompagnait à l'école sur son vélo, je mettais les pieds dans les sacoches. C'était au début des années 50. Ensuite est apparue la voiture. Donc ça a donné une liberté, une respiration aux gens qui ont pu se déplacer plus facilement. Et puis les voitures ont envahi notre espace. Ensuite, j'ai vu construire une station-service avec les odeurs de carburant. C'était irrespirable. Je me rendais compte déjà enfant que ça ne pouvait pas aller, qu'on a vu les villes s'engorger.
Donc il fallait absolument apaiser la vie en ville, améliorer la qualité de vie. Donc sont nées les zones à faible émission. Malheureusement, il y a eu un biais sociétal au départ, puisque peut-être on a voulu aller un peu vite par rapport à la périphérie des centres-villes. Les personnes ayant une vieille voiture, venant très rarement en ville, ne pouvaient plus le faire. Ils venaient pour se faire soigner à l'hôpital ou aller, pour les jeunes, à l'université. Je pense que c'est une mesure indispensable, mais qui doit être accompagnée. Et l'accompagnement réside dans l'amélioration des transports publics, leur réelle efficacité. Voilà, une offre de transport efficiente. C'est la seule chose qui fait que les gens prendront les transports en commun si ça peut coller à leurs besoins réels. Et il y a eu des fake news, comme vous le disiez, Frédéric, puisque on a dit que tous les véhicules diesel seront interdits, ce qui n'est absolument pas vrai. C'était les véhicules très anciens qui n'étaient pas encore équipés de systèmes de dépollution. Mais vous voyez, il y a peut-être un manque d'explication, c'est sûr, et un manque d'acceptabilité sociétale, mais ça reste un dispositif absolument indispensable. Dans toutes les villes d'Europe, les grandes villes d'Europe, il y a des systèmes équivalents. Et qui ont fait leurs preuves. Je voyais que des études avaient été réalisées dans des villes comme Lisbonne, Londres ou Madrid, et qui ont montré qu'effectivement, les ZFE réduisaient les niveaux d'oxyde, notamment nitreux, et les niveaux de particules fines, et que ça avait engendré des bénéfices sur la santé, notamment la santé respiratoire et cardiovasculaire. Parce que vous nous dites vraiment en substance, c'est que oui, c'est une bonne mesure, mais il ne faut pas qu'elle discrimine aussi une partie de la population pour qu'elle ne puisse plus se déplacer. Absolument. Si vous voulez bien, Pierre Charles, on va poursuivre sur le climat. Je pense que c'est un énoncé qu'on a tous entendu et qui va peut-être vous faire bondir, vous, en tant que scientifique. Donc, les données scientifiques sur l'ampleur du changement climatique sont falsifiées et exagérées par les scientifiques, les ONG et les institutions dans le but de manipuler l'opinion publique et de servir leurs propres intérêts. Je ne vais pas vous demander si c'est une info ou une intox, Pierre Charles. Je crois que j'ai déjà la réponse. On va le prendre sur le temps de la plaisanterie. C'est vrai que les scientifiques ont besoin de se faire une publicité pour pouvoir obtenir les crédits de fonctionnement dont ils ont besoin. Donc ils communiquent. Et c'est vrai que les climatologues ont beaucoup communiqué, mais si on observe ce qui s'est passé, ce qui se passe encore, c'est que il y a de nombreuses études qui proviennent d'origines différentes, et en particulier d'un pays comme les États-Unis, où on essaye actuellement, l'administration actuelle essaye de brider la science parce qu'elle veut absolument aller dans les objectifs qu'elle s'est fixés, qui sont des objectifs, vous le savez très bien, de continuer l'extraction pétrolière, l'utilisation du gaz de schiste en particulier, en démolissant toutes les autres possibilités de sources d'énergie, en particulier les énergies renouvelables. Ah, mais on va en parler, elles sont très critiquées par les climato-sceptiques. Et puis, vous m'expliquiez, Pierre Charles, que le problème, c'était la mise au même niveau des informations qui proviennent de scientifiques et celles qui ne proviennent pas de sources scientifiques. On a tendance à qualifier d'hypothèse toute information, qu'elle soit une information qui a du poids, d'une information complètement fantaisiste. À partir du moment où on émet des informations contradictoires, l'opinion souvent les prend au même niveau. Alors que lorsque les scientifiques travaillent pendant des années, je le répète, on peut avoir des Américains, des Russes, des Chinois, des Européens qui travaillent indépendamment les uns des autres et dont les résultats convergent, que ce soit une hypothèse qu'ils avancent, mais cette hypothèse, elle a énormément plus de poids qu'une assertion qui dit le contraire de ce que les autres ont prouvé. C'est ça. Et je pense qu'on peut quand même accorder du crédit aux scientifiques du GIEC, qui pour le coup sont très indépendants et aux données qu'ils nous livrent. Absolument. Alors, je tire la sonnette d'alarme par rapport aux médias qui, maintenant, souvent, sont dans l'immédiateté, obligés par leur métier. Ils sont obligés de réagir très rapidement. Et malheureusement, ils n'ont pas le temps de peser les informations et ils ont tendance souvent à les reprendre. Ce n'est pas le travail que vous êtes en train de faire. Mais c'est pour ça que je vous interroge. Pour préparer ce podcast qui était vraiment très documenté. C'est très gentil, Pierre Charles. Et c'est toute la différence entre la mésinformation
Et la désinformation, c'est qu'effectivement, parfois des journalistes qui n'ont pas le temps de se documenter, qui sont dans l'instant T, comme vous le dites, ne prennent pas le temps de creuser le sujet en amont et laissent parfois dire des énormités à leurs invités aussi, alors que la désinformation, c'est vraiment une information qui est livrée, entre guillemets, dans une volonté de nuire. Et il y a 19 gros récits qui circulent et parmi eux, vient en fait le deuxième énoncé que je souhaitais vous soumettre, Pierre-Charles, qui est que l'origine anthropique du réchauffement climatique est incertaine ou insignifiante. Autrement dit, l'activité humaine n'a aucune... on ne sait pas si elle a une incidence sur le réchauffement climatique. Un faux ou un tox, Pierre-Charles? Là, vous avez parlé du GIEC, Frédéric. On a quand même un ensemble de relevés, d'observations qui montrent qu'on a un réchauffement. L'année 2024 a été l'année la plus chaude depuis qu'on fait des mesures. Depuis la révolution industrielle, il y a clairement un réchauffement. Tout le monde constate le réchauffement de l'eau de mer. Il est clair que l'activité humaine participe à ce réchauffement et maintient une pollution de l'air. Ce phénomène de climat est vraiment indissociable du phénomène de pollution de l'air. Et l'action humaine, elle est claire. Les consommations d'énergie continuent à augmenter. On voit bien qu'il est nécessaire de diversifier les sources d'énergie aussi. Ça rejoint l'indépendance économique d'un continent comme l'Europe. Et d'ailleurs, en fait, en témoignent aussi les différentes données qui figurent sur les inventaires annuels Air, Climat, Énergie d'Atmosud chaque année, où on peut se rendre compte de ces émissions polluantes. Et on sait que, bien sûr, tout ça participe aussi à l'élévation des gaz à effet de serre et impacte le climat. Pierre-Charles, je vous soumets la dernière question. Elle porte justement sur les énergies renouvelables dont on parlait tout à l'heure. Pas question, mais évidemment affirmation. Les énergies renouvelables sont dangereuses pour la sécurité électrique et font exploser le prix de l'électricité. Un faux ou un tox? On en reparle encore dans les médias récemment. C'est les événements qui ont eu lieu en Espagne. C'est le 28 avril. Le blackout, ouais. Tout de suite, la situation a été analysée. On a vu que ça ne provenait pas d'une question liée aux énergies renouvelables. Qui plus est, les énergies renouvelables, c'est un moyen encore d'innover. Les scientifiques travaillent depuis longtemps sur le stockage de l'énergie. C'est pas simple, mais il y a des progrès qui sont faits. Et que donc on a besoin vraiment de développer des sources d'énergie à côté du nucléaire, qui sont à côté des combustibles fossiles, l'éolien, qui est assez complexe à mettre en place, en particulier offshore, et le solaire. Le solaire, c'est quand même un moyen qui est facile de mettre en œuvre lorsqu'on va couvrir des bâtiments, par exemple, existants, de panneaux solaires, ou créer des ombrières, des lieux de stationnement, par exemple sur les quais où on embarque sur des ferries. Donc, le tout, comme vous l'avez bien souligné, Frédéric, c'est de trouver une juste utilisation et une bonne pondération de ce qui est fait. Et concernant le prix, puisque souvent on dit qu'elle coûte beaucoup plus cher que le nucléaire, depuis la guerre en Ukraine, on arrive à des prix où elles sont même un peu moins chères que l'électricité nucléaire, et où laisse peut-être planer le flou et le doute, c'est qu'effectivement, pour aménager les nouveaux systèmes d'énergie renouvelable, mettre en fait tous les raccordements à jour, il se pourrait que le prix de l'électricité augmente de 15% dans les années à venir pour répondre aux enjeux de la transition, mais ça n'a rien à voir avec le coût de la consommation de ces énergies, ce qui est très différent. Pierre-Charles, j'avais envie de vous demander, vous qui êtes dans le monde très singulier des ASCA, donc les associations agréées de la qualité de l'air, avec un bagage de chercheurs attachés à la métrologie, où la coopération et l'importance du croisement interdisciplinaire est très fondateur en fait dans votre approche, la notion de gouvernance aussi, puisque vous avez notamment été maire de Peillon. Quel regard vous portez en fait sur tous ces enjeux de transition, et surtout est-ce que la qualité de l'air est considérée à sa juste valeur dans ces enjeux? Nous estimons, j'ai bien nous estimons, parce que je suis président au Sud, il y a toute une équipe, une direction, une équipe qui travaille, et nous essayons d'avancer ensemble, et ça fait plus de 25 ans que nous essayons de faire passer ce message qui est une juste prise en compte de la qualité de l'air
dans les différentes approches. Et ça rejoint ce que vous disiez sur l'interdisciplinarité, sur la gouvernance, puisque si on prend par exemple la gouvernance d'une collectivité avec ses directions opérationnelles, on s'aperçoit qu'on a souvent une direction de l'environnement ou environnement et santé. Et puis à côté, on a l'aménagement. Est-ce que ces directions travaillent en silo et qu'il y a souvent un manque de croisement, une approche qui n'est pas suffisamment intégrée. Et donc, il faut, dans la gestion des projets, une approche intégrée. Et qu'est-ce qu'il faut intégrer? C'est justement ces questions climatiques et les questions de qualité de l'air. C'est aux décideurs, aux aménageurs, à faire en sorte que cette qualité de l'air soit prise en compte. Lorsqu'on construit, bien, il faut qu'on ait cela à l'esprit. Si on installe des bâtiments à côté d'un axe de circulation, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce qu'on peut ne pas le faire ou reporter la circulation ailleurs? En fait, ce que vous dites, Pierre-Charles, c'est vraiment qu'il faut inclure l'air, la qualité de l'air dans cette approche systémique que demande d'adopter la transition énergétique et écologique. Et c'est ce qui fait encore un petit peu défaut aujourd'hui. Mais on voit aussi que la qualité de l'air était souvent encore le parent pauvre des enjeux climatiques, celle qu'on ne prenait pas en compte. Et là, vraiment, j'ai l'impression que on avance quand même, que l'actualité aussi vient nous le rappeler, notamment l'actualité en santé environnementale, quand on voit que l'air a un impact sur les phénomènes de démence, quand on voit que la pollution atmosphérique se retrouve dans les problèmes d'infertilité, enfin voilà, toute l'actualité porte aussi la cause finalement. Ça progresse beaucoup grâce aux efforts de la recherche médicale sur cette question de santé-environnement et qui est donc vraiment à développer. Et je pense qu'il y a vraiment un gros effort à faire avec les médecins généralistes, les médecins de ville, pour leur faire intégrer cette notion et la faire s'instiller dans l'esprit de leurs patients. Et vous savez qu'après, la demande viendra des patients aussi. Donc il faut faire en sorte que cette composante de la qualité de vie, qu'est la qualité de l'air, instille dans tous les niveaux de notre société. Tout le monde a besoin de s'informer et de se former. Et c'est ce qu'on essaye modestement aussi de faire à travers ce podcast Inspirons, en recevant justement des acteurs du monde médical et de la recherche qui ont des choses à dire en termes de santé environnementale, dans le domaine de l'exposomie qui est encore trop oublié aujourd'hui et qui pourtant prévaut vraiment en matière de santé humaine. Merci beaucoup Pierre-Charles Maria d'avoir accepté d'être notre invité pour clôturer cette année 2025 en beauté. Merci à vous, Frédéric, et encore merci pour le travail que vous faites, qui vraiment nous tient à cœur au niveau d'Atmosud. Merci beaucoup, Pierre-Charles. Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas, chers auditeurs, de vous abonner à la chaîne podcast Inspirons d'Atmosud, de lui laisser de jolies étoiles en guise d'évaluation et bien entendu de le partager autour de vous pour que l'information en santé environnementale qui relève de la qualité de l'air puisse circuler auprès du plus grand nombre. On se retrouve en 2026 pour un nouvel épisode. D'ici là, un bon boudin, comme on dit à Marseille, et prenez soin de vous.